Donc moi, quand j'ai rejoint Google Cloud il y a presque 6 ans, 5 ans et 9 mois pour être précis, l'équipe était toute petite, Google Cloud était tout petit. Le revenu de Google Cloud, par exemple, à l'époque, pour le monde, représentait le revenu de ce que l'on gère pour l'Angleterre maintenant. On souffre de ce qui a fait finalement notre succès. C'est-à-dire que Google, effectivement, tout le monde connaît, donc pourquoi faire du branding autour de Google ? Oui, mais Google est connu sur la partie grand public. Google est très... ou était, maintenant c'est plus le cas, mais était très peu connu sur la partie entreprise. Tout à la fin repose sur les personnes. Si tu as une équipe composée de personnes dont tu estimes qu'elles ne font pas un boulot exceptionnel, tu auras beau essayer de mettre en place une organisation absolument incroyable, une stratégie formidable, il y a de grandes chances que tu n'arriveras à rien. L'IA va aussi aider en fonction des réponses que va donner la personne au téléphone, orienter sur la meilleure façon d'amener la personne à estimer que notre offre est valide. Tu vois, donc ça c'est super important parce que souvent les gens se disent tiens, j'appuie sur un bouton et je peux outsourcer mon cerveau. Non, là clairement non. Si on outsource son cerveau, c'est la meilleure recette pour un désastre phénoménal. Mon invité du jour a un parcours plutôt impressionnant, TF1, Salesforce, Microsoft. Il a commencé sa carrière en tant que software engineer pour être aujourd'hui senior marketing director pour la zone IMEA de Google Cloud. Une ascension fulgurante et un rôle extrêmement stratégique aujourd'hui. Dans cet épisode, il a accepté de partager ses conseils sur le marketing, le leadership ou encore le management d'une équipe internationale. Il nous en dit plus sur les coulisses de Google et leur utilisation de l'IA notamment. Quel futur pour le marketing selon lui ? Et bien plus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, vous abonner et mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Et bonne écoute à tous. On est d'accord que tu as commencé chez TF1 ? J'ai commencé avant TF1, je suis un vieux de la vieille, j'ai commencé dans une boîte qui a disparu depuis, mais qui s'appelait Epilogue. Ok, c'est peut-être pour ça que ça m'a marqué, c'est parce qu'elle n'est pas franchement connue. Non, juste après mon service militaire, et oui, je fais partie de ces vieux qui ont fait leur service militaire. J'ai rejoint une boîte, d'ailleurs j'avais rejoint cette boîte avant mon service militaire, ce qui est assez intéressant, c'est pendant mon service militaire, j'étais toujours salarié de cette boîte. D'accord. Mais comme je devais le faire, j'ai pas eu d'autre choix que d'aller remplir mes obligations. Et donc j'ai travaillé chez cette boîte, Epilogue, en tant qu'informaticien, donc en tant qu'ingénieur en informatique. Sur des trucs très bas domaine. Je développais des compilateurs pour les routeurs réseau de grands acteurs du type, à l'époque, France Télécom, maintenant Orange. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 2 ans avant effectivement d'avoir une mission Epilogue chez TF1 qui avait besoin d'expertise sur un certain nombre de sujets. Et donc, j'ai fait cette mission chez TF1 et TF1 m'a dit est-ce que tu veux pas nous rejoindre pour nous aider à accompagner la transformation vers le numérique de TF1 qui, à l'époque, était purement digital. Et donc, de développer des outils que les journalistes pourraient utiliser qui seraient 100% numériques. Et donc, pas de cassette, pas de tout ça, qui, à l'époque, était encore la norme. On parle de ça des années 90, donc ça remonte à un certain temps. C'est analogique, c'est comme ça qu'on dit ? Analogique, exactement. Ouais. Ok. Voilà. Donc, je connais pas le terme, ça veut dire que ça veut dire que c'est tout ce qui est analogique, c'est-à-dire que par exemple tu prends tes notes ou tu as écrit tes questions sur de l'analogique, sur quelque chose qui n'est pas numérisé en bits 0 ou 1. Bon du coup on peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est top. Moi je continue, tu m'as chauffé. Non mais voilà, c'est nickel. Et donc après passage par c'est peut-être pas dans le bon ordre mais Microsoft, Salesforce et Google. C'est ça. Dans cet ordre. Ok, nickel. Ouais. Donc commencer dans l'informatique. Ah, j'ai commencé dans la technique, absolument. Pour finir dans le marketing. D'aucuns diront je suis passé du côté obscur de la force. Enfin, ça dépend où tu vois le côté obscur de la force. Pour moi, certains, c'est l'inverse. Pour certains, j'ai rejoint la lumière. Exactement. Donc, déjà, on va s'attarder un peu sur ce parcours parce que, en plus de ça, aujourd'hui, tu occupes des fonctions qui sont très stratégiques dans une boîte qui est très, très grosse, etc. Type de carrière. Je me lance dans le monde du business. Ouais. Et je veux gravir les échelons, je veux commencer à travailler dans des boîtes impactantes, des grosses boîtes, etc. C'est quoi le playbook ? C'est quoi les conseils ? Le playbook, alors ça c'est une question qui, si j'y répondais, me positionnerait d'avance comme un homme très arrogant.
parce que j'ai pas la prétention de dire je connais le playbook, parce que souvent les carrières sont un mélange effectivement de travail et de talent, j'espère, mais aussi de beaucoup de chance. Mais il faut savoir la saisir. Quand on a de la chance, il faut savoir, lorsqu'elle passe devant vous, être capable de la saisir. Donc ça, c'est peut-être une des leçons, saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent à vous. Et saisir les opportunités, il faut savoir parfois les créer. C'est-à-dire que si on reste dans sa chambre tout le temps et à ne pas essayer de créer un réseau, à ne pas essayer d'apprendre de nouvelles choses, finalement, ces opportunités n'arriveront pas. Donc si elles n'arrivent pas, la chance, elle sera difficile à obtenir. Donc ça, mis de côté, moi, en tout cas, si je prends mon cas personnel, oui. Ce que j'ai essayé de faire dès le départ dans ma carrière, c'était d'avoir une sorte de vue 360 degrés de la tech. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai commencé dans la tech pure et dure, à savoir faire du logiciel. Donc alors après, il y a plein de termes développeur, programmeur, ingénieur informaticien, etc. Peu importe le terme, mais je faisais du logiciel. Et donc j'ai développé des tonnes de logiciels pour tout un tas de boîtes. On parlait de TF1, mais aussi IBM par exemple. Moi, ce que j'ai souhaité faire, c'est comprendre finalement ce à quoi servent ces logiciels. C'est-à-dire que c'est bien de faire des logiciels, mais la technique pour la technique, bon, ça peut être très intéressant et certains s'y accomplissent. Ils préfèrent faire la technique juste pour le plaisir de faire la technique. Heureusement, ça permet de créer de nouvelles technologies et d'avoir des gens qui permettent de faire progresser la société en général grâce à cette technologie. Mais là, en l'occurrence, pour moi, c'était de voir, ok, ça sert quoi comme objectif ? Et généralement, ça sert des objectifs plutôt business. Donc, j'ai essayé d'étendre ma compréhension d'un business et en l'occurrence du business de la tech. Ce qui veut dire que j'ai pris plein de jobs, que ce soit des jobs de consultant par exemple, pour être amené à travailler. Quand j'étais chez Microsoft, j'ai commencé en tant que consultant. Externe ? Non, consultant Microsoft. D'accord. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, un consultant chez Microsoft, il a plusieurs types de missions. Une des missions, c'est d'intégrer les technologies de Microsoft au sein de leurs clients. Ou alors de convaincre le client que la technologie peut amener une valeur, quelle que soit cette valeur. Et donc j'ai commencé là, ce qui m'a permis de voir des centaines de clients et la façon dont ils implémentaient leur technologie, de travailler avec des centaines de fonctions chez le client, que ce soit, je sais pas moi, les ventes, le marketing, l'ingénierie, la supply chain, les usines, enfin plein de différentes branches, et de comprendre comment la technologie était intégrée dans ces branches. Et donc voilà, j'ai fait plein de jobs comme ça. Alors quand on fait ça, il faut pas s'attendre à progresser sa carrière, parce que finalement on change de job tout le temps. Ouais. Et comme on change de job tout le temps, ça veut dire que quelque part on n'a pas l'expérience, et comme on recommence de presque zéro à chaque fois, on va pas vous donner tout de suite les clés de la voiture en disant tiens, vas-y, maintenant tu peux conduire une Rolls-Royce. Non, tu vas commencer avec une 2 chevaux. Et donc il faut accepter que au tout début de sa carrière, lorsqu'on souhaite avoir un peu cette vue 360 degrés de tous les postes ou de tous les rôles qui peuvent exister au sein d'une entreprise, il faut accepter la carrière, elle est pas fulgurante, quoi. C'est-à-dire que si je m'étais installé dès le départ sur une fonction quelle qu'elle soit, ça aurait pu être l'ingénierie par exemple, et continuer ma carrière dans l'ingénierie, j'aurais progressé dans ma carrière beaucoup plus vite. L'avantage d'avoir cette vue 360 degrés, c'est qu'on a une compréhension très forte. Et lorsqu'on va décider de s'asseoir sur une des fonctions, là en l'occurrence, moi j'ai décidé de partir sur le marketing parce que c'est à cheval entre le commercial, la technique. Et les deux me plaisaient assez, et donc je me suis dit le marketing c'est un moyen de rallier les deux et de faire quelque chose qui je pense, je vais pouvoir donner de la valeur à la fois aux équipes que je pilote, mais aussi à la boîte pour laquelle je bosse. Donc j'ai à un moment donné décidé de m'asseoir sur une fonction, le marketing, et là effectivement après on peut progresser en carrière. Mais dans un premier temps, j'ai non pas papillonné, j'aime pas le mot papillonner, mais j'ai essayé de comprendre quelles étaient les différentes fonctions. Donc j'ai fait du conseil, j'ai fait de la stratégie commerciale, j'ai fait du commerce, j'ai été moi-même spécialiste en sens commercial du terme, donc à vendre des produits. J'ai fait du product marketing, j'ai fait du product management. Donc j'ai fait toutes les fonctions, et une fois que j'ai compris comment fonctionnaient toutes ces fonctions, alors pour comprendre ça, ça veut dire qu'il faut pas y rester 6 mois, il faut y rester suffisamment longtemps pour assimiler comment toutes ces fonctions fonctionnent. C'est-à-dire que moi je comprends bien comment fonctionne le product management, je comprends bien comment fonctionne le product marketing, je comprends bien comment fonctionne le sales enablement, parce que j'ai été aussi dans des fonctions de sales enablement, je comprends bien comment fonctionne sales, etc. Et une fois qu'on a fait tout ça, dès qu'on choisit une de ces fonctions, là en l'occurrence moi j'ai choisi le marketing, ça permet d'être quand même assez efficace, parce que le marketing par exemple travaille avec toutes ces fonctions.
Et donc, ça permet de travailler de manière beaucoup plus efficace parce qu'on comprend ce dont on parle. Ok. C'est la base. Hein, mais... Ouais. Ouais. Et donc ensuite, focus sur le marketing. Ouais. Pour arriver de plus en plus à des rôles stratégiques, c'est vraiment montrer qu'on on a ouais, compris là, l'impact sur le business. Il n'y a pas de surprise, hein, c'est la performance. C'est-à-dire que plus tu es capable d'amener des résultats, plus on te fera confiance, plus éventuellement ton rôle va grossir, plus on t'en donnera plus à faire. C'est la triste réalité de la façon dont tout fonctionne dans la vie. Hein. Il faut savoir prouver ses capacités. Donc oui, effectivement, une fois qu'on a décidé une branche dans laquelle on souhaite s'installer, bah, il faut prouver qu'on est capable. L'avantage d'avoir fait tous ces rôles avant, oui. Bah, ça donne un avantage compétitif majeur. Oui. Parce qu'il y a une prise de conscience de toutes les variables qui vont c'est pouvoir parce avoir un que impact, dès lors que je suis en face d'un, par exemple, je sais pas moi, d'un patron commercial, qu'il soit pays, monde ou région, je sais exactement de quoi il parle. Donc si parfois il essaye de passer des choses qui ne sont pas complètement vraies, ça me permet de faire un pushback. Si inversement ce que je dis il le comprend pas bien, ça me permet d'ajuster mon vocabulaire ou ce que je dis à ce que eux peuvent comprendre. C'est pas de la prétention, hein, c'est pas pour dire je comprends mieux que, c'est simplement que voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire tous ces métiers et donc de pouvoir parler le langage de ceux à qui je m'adresse. Ça aide aussi. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, est-ce que tu peux expliquer un peu, du coup, ton rôle au sein de Google Cloud ? Ouais. Eh bien, écoute, je suis en charge du marketing de Google Cloud pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Alors, marketing, ça recoupe quoi ? Il y a plusieurs axes. Il y a tout ce qui va être top of the funnel, donc awareness et considération. Et ensuite, tout ce qui va être demand gen, donc sourcer pour les équipes commerciales du pipe qu'ils devront ensuite transformer en revenus en closant les deals que on leur amène sur la table. Donc ça, c'est, on va dire, le cœur. Après, il y a différentes façons d'y arriver. Il y a ce qu'on appelle le touch et le untouch. Le touch, c'est-à-dire pour y arriver, on a comme partenaire les équipes commerciales. Le untouch, c'est que on le fait sans avoir besoin d'équipes commerciales, c'est-à-dire ça va être via des canaux directs, que ce soit Internet par exemple, donc en ligne, via les partenaires et autres. Ça c'est les deux canaux principaux. Donc on fait ça. Il y a toute la partie branding donc de Google Cloud qui est donc le produit dont je m'occupe, Google Cloud et Workspace, deux catégories de produits dont je m'occupe. Dans Google Cloud, il y a tout un tas de choses, hein. Il y a plein de catégories sous-jacentes, mais ce sont les deux produits principaux dont mes équipes s'occupent et que je vais être amené à marketer. Et ça inclut la partie branding. Ok. Google et branding. On en avait un petit peu parlé ouais. Une fois en off, mais moi, j'entends, pour moi, Google, c'est une évidence, quoi. Tout le monde connaît, etc. Et c'est une boîte qui n'a pas besoin de branding. Ouais. Mais non. mais en fait, non. Oui, mais non. Alors, c'est super intéressant, en fait, parce que effectivement, on souffre de ce qui a fait finalement notre succès. C'est-à-dire que Google, effectivement, tout le monde connaît. Donc, pourquoi faire du branding autour de Google ? Oui, mais Google est connu sur la partie grand public. Google est était, maintenant c'est plus le cas, mais était très peu connu sur la partie entreprise. Si je te dis Google, tu vas penser quoi ? Search, YouTube, peut-être ads parce que tu es dans le milieu, mais voilà quoi. Et si tu penses entreprise, tu vas penser ads avec les grands groupes qui vont acheter, voilà. C'était le contexte. Donc dès lors qu'on commençait à sortir des produits qui n'avaient plus grand-chose à voir avec ça, à savoir des produits qui sont en plus extrêmement techniques, il a fallu les faire connaître et faire connaître la marque associée à ces produits, en l'occurrence Google Cloud. Il se trouve que ces produits, en fait, ce sont les produits qui font fonctionner les produits grand public que tu utilises. C'est-à-dire que Google Cloud, ce sont les fondations de YouTube, de Search. Toutes les technologies qu'on met à disposition de nos clients sont les technologies que l'on utilise nous-mêmes pour servir les milliards d'utilisateurs de nos produits. Et donc voilà. Donc il a fallu faire connaître la marque Google Cloud. Il a fallu faire connaître la marque Workspace qui s'appelait G Suite avant et qui a eu plein de noms en fait. Donc on a eu un peu d'errement dans la façon de faire connaître la marque.
pour essayer de faire reconnaître cette partie méconnue de Google qui était, on a aussi des technologies qui vous permettent en tant qu'entreprise, de bénéficier des innovations que nous-mêmes on applique à nous-mêmes dans les produits grand public que l'on crée. Vous pouvez faire la même chose dans les produits que vous voulez créer pour vous-même ou pour vos clients. Et donc on les met à votre disposition. Mais ça, au départ, c'était un peu effacé par une telle marque prévalente qui était Google. Ok. Et donc, comment on fait pour travailler la marque Google Cloud quand il y a Google au milieu, quoi. C'est compliqué. Alors, il faut savoir capitaliser sur la marque quand même, parce que effectivement, comme tu dis, Google est connu, donc ce serait idiot de totalement ignorer le fait que Google est connu. Et puis, il faut savoir développer la marque propre, donc Google Cloud ou Workspace. Alors, il y a plusieurs façons d'y arriver. Il y a déjà en faisant croître les équipes commerciales, parce que finalement, Google Cloud, c'est du B2B, d'accord ? Le B2B, ça passe via des équipes commerciales. Donc, il faut développer ces équipes commerciales pour qu'ensuite, elles puissent aller rencontrer les clients et leur parler. Ça, c'est le premier point. Puis ensuite, il faut faire venir les clients à soi en créant des grands moments où on va exposer à ses clients ou à ses prospects l'offre de Google Cloud. Pour les attirer, on va souvent jouer au départ sur la marque Google, puis progressivement, la marque Google va s'effacer, va toujours rester parce qu'on veut aussi parfois proposer une offre cohérente entre la partie grand public et la partie plus entreprise. Mais voilà, au départ, on va les attirer, ensuite créer des grands événements où on va exposer tout ça, faire connaître et comprendre. Alors au départ, peut-être ces gros événements sont pas gros au tout début, et peut-être qu'au début, on va aller dans des événements tiers pour se faire connaître. Puis une fois que les gens commencent à voir Google Cloud poindre son nez dans des événements X ou Y, Vivatech par exemple, on va avoir nos propres événements qui vont fédérer un certain nombre de nos solutions, de nos technologies et amener nos clients à découvrir ce qu'on a proposé. Donc ça, c'est pour la partie plus physique, mais dans le B2B, ça joue un rôle fondamental dès lors qu'on va avoir une expansion très rapide. Après, effectivement, il y a toute la partie en ligne qui passe par de la pub, qui passe par du social, je sais pas toi que je vais apprendre quels sont les différents canaux qui permettent de réussir à exposer ta marque. Il y a aussi l'écosystème partenaire. Il est super important, surtout dans le B2B, que ce soit les intégrateurs, les Accenture, les Capgemini, etc. Que ce soit ce qu'on appelle les ISV, qui sont les fabricants de logiciels, les éditeurs de logiciels, qui généralement quand ils éditent des logiciels vont devoir avoir besoin d'une technologie pour les fabriquer, sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer. Il va leur falloir une base de données, il va leur falloir un certain nombre de choses, d'accord ? Et puis généralement, la plupart du temps maintenant, c'est des solutions qui sont dites SaaS, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'installer ça sur ton ordinateur, c'est via ton browser, tu vas accéder à un service, d'accord ? Donc il faut bien que ce service tourne quelque part, généralement il tourne dans le cloud, et donc là encore, il faut travailler avec tous ces éditeurs pour qu'ils comprennent la valeur et l'avantage que nous, on peut leur proposer. Et qu'ensuite on puisse les activer en tant que avocat de la marque. C'est-à-dire qu'il faut créer aussi un environnement d'avocats qui vont relayer ce que l'on fait. Ça passe pas que par cet écosystème de partenaires, mais aussi par exemple les analystes, les Gartner, Forrester, etc. Il faut commencer à leur parler pour leur expliquer ce que l'on fait. Comme ça, eux, lorsqu'ils sont consultés par des clients, en leur disant c'est quoi la meilleure solution pour X, Y et Z, ils vont rajouter Google Cloud dans le mixte. Donc, il y a plein de tactiques qui consistent à faire reconnaître la marque. Il y a évidemment la presse. Il s'agit de faire, de travailler, de collaborer avec la presse de sorte encore à faire connaître la marque. Il s'agit de faire des investissements aussi assez importants. Par exemple, on a lancé un data center en France il y a 2 ans maintenant. Et donc voilà, on a fait, à l'occasion de ce lancement, on a fait des points presse, on a créé un événement autour de ce lancement, etc. Donc voilà, il y a plein de tactiques. Là, en l'occurrence, il s'agit de Google, donc il y a aussi du budget derrière. Mais après, en fonction de ces budgets, on va s'adapter et on va prendre une tactique plutôt que l'autre. Ok. Très intéressant. La cible de Google Cloud. Ouais. Parce que, alors, pour moi, mais de l'extérieur, ouais. Workspace, c'est plutôt la partie self-serve. D'accord, ouais. Ça, c'est ma vision. Mais c'est peut-être aussi parce que moi, je suis utilisateur. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il faut qu'on fasse un meilleur boulot.
Non, mais Je prends des notes, j'irai voir mes équipes. Non, mais pour moi, la partie workspace, mais encore une fois, c'est parce que moi, je l'utilise de cette façon-là, donc je suis peut-être aussi complètement biaisé, mais donc c'est tous les outils email, etc., Drive, voilà, donc c'est cette partie-là. Docs, exactement, Sheets, etc. Exactement. Et donc, moi, j'ai vraiment la vision que j'ai de ce produit, c'est que mais c'est encore une fois, c'est parce que je baigne dans cet écosystème, un côté très self-serve, etc. Alors que Google Cloud, ça me semble être vraiment le back-office technique, voilà. Et du coup, naturellement, j'ai le sentiment que le Google Cloud, c'est de la plus grosse boîte que du Google Workspace. C'est moi de mon... Non, mais c'est une question très intéressante. Alors non, c'est à la fois pour les deux. C'est-à-dire que Workspace ne cible pas uniquement, on va dire, les individus qui souhaitent utiliser des outils de productivité, mais va cibler de l'individu. Donc oui, ça existe, quel que soit cet individu. Hein, ça peut être un étudiant ou quelqu'un qui travaille en tant qu'entrepreneur, jusqu'à en revanche la start-up de quelques dizaines voire centaines d'employés. Jusqu'au grand groupe, on a déployé Workspace, par exemple chez Carrefour, plus de 100 000 postes, par exemple, juste pour donner un ordre d'idée. Donc voilà, donc ça va dépendre de l'usage que l'entreprise veut en faire. Mais ça cible, il y a différentes audiences et nous on segmente ces audiences de sorte à ne pas mettre en valeur la même proposition de valeur. Enfin, c'est pas la même proposition de valeur pour quelqu'un qui est un individuel, pour quelqu'un qui est dans un grand groupe dont les besoins de collaboration, par exemple, sont beaucoup plus importants que quelqu'un qui va être un individu qui travaille avec lui-même et qui, sauf email, n'a pas de gros besoins de collaboration, par exemple. Donc ça couvre l'ensemble de la chaîne. Et pour la partie Google Cloud, donc comme tu disais, une sorte de backbone technique qui va soutenir les grands groupes, oui, mais qui va aussi, par exemple, alimenter des startups qui vont vouloir créer. Je sais pas si tu connais Vid.io, ça vous parle? Vid.io, ça utilise Google Cloud. D'accord. Toute la technologie sous-jacente à Vid.io, que ce soit la partie intelligence artificielle, par exemple, intelligence artificielle générative, qui va permettre de créer des vidéos où on te crée un avatar, de corriger tes yeux pour s'assurer que tes yeux regardent la caméra et ne soient pas comme ça. Tout ça s'appuie sur les technologies de Google Cloud en back-office pour développer des applications qui ensuite sont mises à disposition d'utilisateurs divers et variés. Donc là encore, ça dépend. Et il y a des modes de licensing qui vont différer en fonction évidemment de où tu te trouves dans l'échelle de la petite boîte jusqu'au grand groupe multinational, évidemment. Et donc, comment est-ce que la team elle est organisée au vu de cette espèce de complexité? C'est une bonne question. J'ai organisé les équipes ici. Alors, comme je gère l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, c'est un territoire qui est relativement large, avec des maturités de pays différents dans la façon dont Google Cloud est implanté. Il y a certains pays, on vient juste d'arriver. Il y a des pays, on est là déjà depuis des années. Donc voilà. Donc là, le playbook n'est pas le même. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a deux éléments, il y a deux aspects. Il y a ce que l'on appelle scale et ce qu'on appelle high touch. Voilà, donc le scale, c'est finalement toutes ces activités at scale qui vont couvrir ou soutenir plusieurs pays ou tous les pays de la région, d'accord? Donc ces activités à scale, ça va être par exemple du nurturing, ça va être tout ce qui va être ads, ça va être même de l'événementiel, mais du always on, par exemple des webinars qui vont tourner en permanence. Tout ça, c'est du scale. Et ça couvre tous les pays. Il se trouve que maintenant, avec tout ce qui est GenAI, on peut automatiquement, par exemple, localiser des webinars, que ce soit avec la voix, le langage, etc., très très rapidement. Ça permet de couvrir avec peu d'efforts tout un tas de pays. Donc ça, c'est la partie scale. Donc j'ai des équipes qui sont dédiées à ça. Et ensuite, j'ai des équipes qui sont plutôt high touch, qu'on appelle généralement field marketing, qui vont être, elles, plus proches des équipes commerciales et qui vont plutôt travailler en tandem avec elles. Alors généralement, elles ont plutôt tendance à faire de l'événementiel. Et donc, alors quand je fais de l'événementiel, ça peut aller du gros événement qui va regrouper des dizaines de milliers de personnes,
à des tout petits événements qui vont regrouper une trentaine de personnes autour d'une round table sur un sujet bien donné. Et donc après il y a un gradient entre les deux. Donc ces équipes-là se focalisent plus sur ça, mais ils vont travailler aussi avec les équipes scale, par exemple, pour nominer des clients dans des panels, dans des panels, dans des webinars, dans plein de choses. Donc ça, c'est, on va dire, si je résume et je caricature un peu, mais c'est les deux grands, on va dire, pôles de mes équipes. Après, les équipes sont organisées en régions. Donc, IMIA a été découpé en plusieurs sous-régions. Chaque sous-région a un patron marketing qui va créer une sorte de cohérence dans le plan marketing que l'ensemble des pays auxquels cette région gère va devoir respecter. D'accord. Donc, j'ai trois grands patrons marketing pour ces trois grandes régions. On s'aligne en fait sur le découpage commercial que l'on a pour Google Cloud et pour Workspace. C'est-à-dire que les trois régions en question, c'est les trois régions aussi qu'utilisent les équipes commerciales. Donc, on est totalement alignés. C'est-à-dire que mes patrons marketing régional sont alignés avec les patrons commerciaux régionaux. C'est leurs contacts principaux, ce sont ces gens-là. Au même titre que au niveau pays, après, un patron marketing pays, il va être aligné avec le patron commercial pays. Ils vont travailler ensemble sur un plan, sur un go-to-market cohérent. Et derrière, ensuite, il y a, on va dire, un playbook commun pour toute l'Europe que ces équipes doivent respecter. Donc, que ce soit sur la partie branding, que ce soit sur la partie stratégie, direction, sur la partie messaging, positioning, il y a tout un tas de choses sur lesquelles tout le monde fait la même chose, parce que sinon ce serait un joyeux bazar. Mais c'est la façon dont les équipes sont à peu près organisées. Alors, les équipes par exemple qui vont gérer toute la partie ads, faire du bidding, etc., sont centralisées. D'accord. Elles sont pas dispatchées parce que ce serait pas efficace. Ok. Ouais. Et ensuite, au niveau des produits. Oui. Alors ça c'était donc c'est on va dire organisationnel. Après au niveau des produits, on a les deux grands pans de produits dont je parlais, à savoir d'un côté Google Cloud Platform. Donc ce que tu as appelé le backbone technique, mais ça peut être utilisé. Je suis un marketeur. Donc... Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Utilisons des mots qui soient simples. Et de l'autre côté, Workspace, qui est plutôt notre offre de collaboration et de productivité. Donc ça, c'est les deux grands pans de produits. Quand on est côté field, on gère les deux. Quand on est côté régional, on gère aussi les deux, mais les équipes sont séparées. D'accord. Sauf sur certains éléments, sur certains aspects, comme la partie ads. Finalement, la partie ads, bon, c'est si on reçoit le bon message, le bon positionnement, la mécanique derrière, c'est la même. Donc là, pour le coup, on va avoir des équipes qui font ça et qui font ça pour les deux. Parce qu'on se fout de savoir que c'est l'un ou l'autre. Enfin, quand je dis on se fout, évidemment que non. La segmentation, les cibles, etc., c'est pas les mêmes. Mais c'est plus la mécanisme et le process restent le même. Après côté produit sur Google Cloud Platform, donc qu'on appelle GCP. Donc si j'utilise GCP, on saura. Tu sauras ce que c'est. On va découper de manière un peu plus précise ce à quoi correspond cette offre parce qu'elle est extrêmement riche. On a des centaines de produits attachés à Google Cloud Platform. Donc là, on va découper ça en trois grands pans, pardon. On va voir ce que l'on appelle Data Cloud. Donc, c'est toute l'offre liée à la donnée, mais qui va aussi recouvrir la partie AI. On a ce qu'on appelle Trusted Cloud, donc toute notre offre liée à la sécurité. Ça va de la souveraineté à la sécurité, ça couvre tous ces périmètres-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle Modern Infrastructure Cloud. Et donc là, c'est toute la partie infrastructure. Donc là, il faut penser, par exemple, lorsque tu vas vouloir faire de l'entraînement de modèles dans l'intelligence artificielle, par exemple, tu as besoin de GPU. Ces GPU, tu vas pouvoir les activer éventuellement sur notre cloud. Et c'est cette partie-là qui gère ça, par exemple. Ou si tu fais tourner ce qu'on appelle des machines virtuelles, c'est-à-dire une machine qui n'est pas physiquement là, mais qui est dans le cloud, là encore, ça fait partie de cette offre. Donc là, c'est ces trois offres qu'on a découpées. Ça permet de mettre des objectifs, par exemple, commerciaux sur chacune de ces offres. Et pour nous, marketing, qui devons aider les équipes commerciales à générer du pipe, le marketing porte à peu près 30% du pipe de la région, donc on doit générer 30% de ce pipe. On le génère pour ces trois grands pans. Et il y a un quatrième pan qui est l'offre Workspace, qui est ce qu'on appelle le Collaboration Cloud, qui lui est attaché uniquement à Workspace. Là, c'est un peu plus simple.
Ok. Alors que les autres, parce que même si je prends Data Cloud, on a là encore des centaines de produits attachés à celui-ci, mais on a décidé volontairement de ne pas trop segmenter, parce qu'à trop segmenter à un moment donné, tu perds la valeur du message. C'est-à-dire que tu commences à avoir tellement de messages qui arrivent de partout, ton client a du mal à comprendre un peu quelle est ton offre et ce que tu peux le ramener comme valeur. Donc on a uniquement segmenté en trois grands pans. Ok. Et tu disais le field marketing aujourd'hui, c'est un mix des deux produits. Ouais. Mais est-ce que du coup, il y a des objectifs pour chacun des produits et du coup ensuite les équipes du coup. Carrément, oui. D'accord. Ouais, oui, il y a des objectifs distincts pour les deux. Ouais. Absolument. C'est pas un mix et du non, coup c'est pas un mix. l'équipe se et l'équipe débrouille. décide de ce qu'elles veulent. Non. Il y a un objectif pour Workspace, un objectif pour GCP, donc Google Cloud Platform. Et les équipes doivent pouvoir comprendre quelles sont les tactiques à mettre en œuvre pour soutenir ces objectifs pour les deux. Ok. Très intéressant. Et là, il y a combien de personnes dans l'équipe market IMIA ? IMIA, il y en a un peu moins d'une centaine. Ah ouais, ok. Ouais. Ah, je m'attendais à plus gros. Ouais, non, on est très efficace. Ah bah oui, là, c'est efficace, ouais. Ah ouais, on est très... en fait, donc moi, quand j'ai rejoint Google Cloud, il y a presque 6 ans, 5 ans et 9 mois, pour être précis, l'équipe était toute petite. Google Cloud était tout petit. Le revenu de Google Cloud, par exemple, à l'époque, pour le monde, représentait le revenu de ce que l'on gère pour l'Angleterre maintenant. Ok. Par exemple, mais pour tout le monde. Donc c'était vraiment tout Ouais. petit. Un des objectifs principaux que s'est fixé Thomas Kurian, qui est le PDG de Google Cloud lorsqu'il est arrivé, c'est de s'assurer qu'on ait la bonne marge pour Google Cloud, c'est-à-dire que finalement c'est que les revenus qu'on génère et l'investissement que l'on a soient favorables aux revenus et qu'on dégage une marge, d'accord ? Donc avoir cette marge, c'était cette operating margin comme on dit en anglais, c'était critique. Et donc comme c'était critique, il y a eu une attention particulière à porter à s'assurer que l'on n'ait pas une croissance démesurée et que on investisse dans les fonctions de support des équipes commerciales de manière intelligente. Donc on investit dans le marketing, mais à chaque fois on s'assure que la marge reste positive et que donc et qu'en même temps on soutienne suffisamment les équipes commerciales pour avoir l'impact. Donc c'est un jeu qui est assez compliqué. Oui. Mais aujourd'hui, avec effectivement 100 personnes par rapport aux objectifs qui sont les nôtres, on arrive à délivrer nos objectifs. Donc c'est tendu, hein, mais c'est possible. Voilà. Excellent. Ouais. Je me permets une petite pause dans l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth. Et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de leads à leur conversion, puis leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la demand gen, l'outbound, le SEO, les RevOps, etc. Ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Exa ou Mooncard pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non pas un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Et une question aussi que je me posais parce que du coup, encore une fois, Microsoft, Salesforce, etc. Des postes stratégiques. Quand tu prends un poste stratégique dans une nouvelle entreprise, c'est quoi un peu les premiers éléments, tu sais, que tu vas tout de suite regarder ? C'est quoi pour toi les éléments sur lesquels tu vas tout de suite faire le focus ? Premier élément, c'est les personnes. C'est le premier des premiers éléments. Tout à la fin repose sur les personnes. Si tu as une équipe composée de personnes dont tu estimes qu'elles ne font pas un boulot exceptionnel, tu auras beau essayer de mettre en place une organisation absolument incroyable, une stratégie formidable, il y a de grandes chances que tu n'arriveras à rien. Donc là, quand tu parles des personnes, c'est pas l'organigramme, c'est les individus. C'est les individus. Ouais. C'est les individus. Donc c'est prendre un grand soin à rencontrer ces individus. Et donc dans tous les jobs que je prends à chaque fois, je rencontre chacun des individus un par un. Peu importe que ce soit une équipe de 10, de 20, de 100, je rencontre chacun des individus un par un. Et je continue à le faire ensuite. C'est-à-dire que par exemple dans mes équipes, là j'organise ce que l'on appelle des listening sessions avec l'ensemble des membres de mon équipe que je rencontre au moins entre 1 et 2 fois par an.
en one-on-one. Donc, au moins 1 ou 2 fois par an en one-on-one, je rencontre l'ensemble des membres de mes équipes. Ça me permet, parce que je suis pas impliqué dans tous les recrutements, évidemment, mais ça me permet d'avoir une idée de est-ce qu'on est dans ce que la barre que je me suis fixée en termes de qualité du recrutement, de talents qu'on souhaite embarquer dans les équipes. Donc là, la première étape, c'est vraiment les talents, c'est les individus. Première étape. Une fois que cette étape est faite, c'est de s'assurer que ces talents sont au bon endroit. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui sont talentueux, mais finalement ils sont pas au bon endroit. Donc ça, c'est la deuxième étape. C'est s'assurer que est-ce qu'ils sont là où ils devraient être, ou est-ce qu'ils pourraient être ailleurs et offrir plus à l'organisation que ce qu'ils n'offrent aujourd'hui. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est écouter. Ok. Écouter, c'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, comment ça fonctionne, c'est quoi vos interactions avec vos partenaires internes, etc. Enfin, c'est comprendre un peu la mécanique. Et puis la quatrième et dernière étape, c'est sur la base de comprendre les individus, de comprendre si les talents sont au bon endroit et de comprendre comment le business opère, c'est de définir la stratégie pour les années à venir. Et une fois que ça c'est fait, c'est tout simplement de l'implémenter et donc éventuellement de réorganiser si besoin ou alors de recruter. Et si le recrutement doit se faire sur plusieurs années parce que je n'ai pas les têtes qu'il faut ou je n'ai pas le budget au départ, il faut planifier sur un certain nombre d'années, donc planifier aussi les résultats ou l'organisation en conséquence, etc. Donc ça demande un effort de planification, c'est-à-dire que probablement les 3-4 premiers mois, c'est vraiment de la planification. Mais l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui, je l'ai conçue, imaginée, pensée il y a presque 5 ans et demi. D'accord. Il y a 5 ans et demi, je savais déjà ce vers quoi je voulais aller. Et il y a des décisions que j'avais prises il y a 5 ans et demi lorsque j'ai rejoint Google Cloud qui n'ont toujours pas été implémentées parce que la maturité n'est pas encore suffisante pour pouvoir le faire. Ah oui, c'est vraiment une question de maturité, c'est pas une question d'inertie. Non, l'inertie, ça se gère. Mais la maturité, c'est difficile à gérer. Si l'organisation n'est pas mature pour X ou Y raison, alors il y a plein de raisons pour lesquelles elle peut pas l'être, c'est parce qu'on n'a pas encore atteint les objectifs commerciaux qui nous permettent d'avoir la masse critique, qui permettent de faire telle organisation, par exemple. Tant que c'est pas là, on peut faire ce qu'on veut, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, il y a des décisions que j'ai prises il y a 5 ans et demi qui n'ont pas encore été complètement implémentées, qui s'implémentent progressivement. Et j'ai avec moi quelqu'un qui est en charge de la stratégie des opérations, qui connaît le plan sur le bout des doigts et qui sait à quel moment activer quoi. Et donc il va dire voilà, ça y est, maintenant on est dans le contexte qui convient, on va pouvoir activer cette partie du plan. Donc là on l'active. Et donc ça veut dire il y a un certain nombre d'actions à mettre en œuvre pour pouvoir le faire. Ok, je reviens sur le début de la réponse sur les individus. Ouais. Tu as dit je fais des entretiens avec les gens pour voir si c'est les bonnes personnes. Ouais. Comment tu sais que c'est les bonnes personnes ou pas? Ah, ça c'est compliqué, hein. Ça pour le coup c'est probablement j'aurais tendance à dire c'est l'élément le plus compliqué de n'importe quel leader. C'est savoir identifier si on a les bonnes personnes. Donc ça passe par poser des tonnes de questions, écouter. Ça passe aussi par avoir suffisamment d'expérience pour être capable de cerner les gens. Il y a un peu d'art dans l'approche plus que de science. Il y a de la science évidemment parce qu'il faut savoir poser les bonnes questions, mais il y a beaucoup d'art et de savoir effectivement reconnaître les individus. Mais c'est quoi par exemple tu vois où avant de faire les premiers entretiens, tu te dis bon ça c'est un peu des questions clés qu'il va falloir que. Il y a pas forcément de questions clés, ça dépend. Je vais essayer c'est d'ailleurs ce que fait Google aussi. Il y a des questions qui vont cibler peut-être la partie cognitive. C'est-à-dire que est-ce que cette personne réfléchit vite? Est-ce que cette personne va être capable sur des questions dont potentiellement il n'y a pas de réponse, trouver un moyen de me poser des questions, par exemple en retour, mais je comprends pas parce que si machin, enfin, c'est comprendre le raisonnement de cette personne. C'est super important parce que à la fin, je ne demande pas forcément à quelqu'un d'être un expert en quelque chose, parce que ce quelque chose peut évoluer dans le temps, peut changer. Et puis surtout, cette personne peut l'apprendre si elle le connaît pas à un instant T. On peut tous apprendre si on est capable d'apprendre, mais si on n'est pas capable d'apprendre parce que on n'a pas les bonnes capacités cognitives à un moment donné, c'est plus compliqué. Donc il y a des questions à poser pour s'assurer que cette personne va être capable d'apprendre. Donc ça on va dire c'est un peu le noyau. Ensuite il y a la partie collaborative. Est-ce que cette personne est capable de collaborer dans un environnement composé
de plusieurs personnes, mais dont ces personnes ont à chaque fois potentiellement plusieurs casquettes, ou alors on est un peu restreint dans les ressources. J'ai pas 600 personnes par exemple, et donc comme j'ai pas 600 personnes, ça veut dire qu'il faut être un peu intelligent et être capable d'activer d'autres pour se faire aider, ou alors de ne pas hésiter à lever la main pour dire j'ai besoin d'aide là parce que je sais pas comment faire, ou alors j'ai pas suffisamment de bande passante, ou j'en sais rien. Mais donc c'est comprendre la capacité de cette personne à collaborer. Donc là il y a des questions qui vont dans ce sens-là. Si on a donc cet aspect cognitif, collaboratif et enfin expertise. Ça, je voudrais dire, c'est plus la cerise sur le gâteau. L'expertise, l'avantage, c'est que cette personne va être actionnable instantanément. C'est-à-dire que si elle a l'expertise déjà, on va pas besoin de passer de temps à lui apprendre des choses. Donc si elle a cette expertise, ça ira plus vite. Si elle l'a pas, mais si elle a les deux autres, après il faut réfléchir. Est-ce que c'est urgent d'avoir une personne qui puisse agir maintenant, ou est-ce qu'on peut se permettre de prendre quelques temps pour que cette personne devienne suffisamment, on va dire, efficace sur son domaine pour pouvoir prétendre à faire un bon job. Si on n'a pas le temps, effectivement, ça suffira pas d'être un bon collaborateur et en plus, cognitivement parlant, avoir le cerveau bien câblé. Ça va être compliqué. Mais si on se dit, on a un peu le temps en tout cas sur cet axe-là, on peut dire que voilà, l'expertise, ça devient la cerise sur le gâteau. Donc ces trois éléments sont vraiment trois éléments majeurs que je vais vérifier. Après, il y a d'autres éléments potentiellement, mais qui vont être plus, on va dire, périphériques. Oui. Mais si un de ces trois-là, c'est tangent, généralement, c'est que voilà, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ok. Management à l'international, parce que là, tu as une équipe qui est complètement éclatée. Oui. Comment on fait pour manager efficacement une équipe qui est éclatée? C'est très compliqué parce que c'est pas tant l'éclatement qui est difficile, ça peut se gérer. On a les technologies maintenant qui permettent de se connecter. Google Meet, par exemple. Par exemple, Google Meet, bravo. Merci Jordan. Google Meet, c'est un exemple de ça. Donc ça, je veux dire, à la limite, c'est presque secondaire. L'élément majeur, c'est la culture. Chaque pays va avoir une culture différente, une façon de travailler différente. Donc, c'est essayer de créer une culture commune qui va permettre de raccrocher tout le monde à une sorte de raison de vivre commune, plutôt qu'une raison de vivre, une raison de travailler commune. Voilà, donc créer cette culture commune est super importante. Pour donner un exemple, dans le cadre de mes équipes, j'ai utilisé un mot-clé qui était le mot camaraderie. Voilà. C'était le ralliement de tout le monde autour de ce concept de camaraderie qui consiste à dire, ok, si quelqu'un est dans le besoin et a besoin d'aide, il faut que quelqu'un de quel que soit le pays, la région de cette personne puisse venir à son aide. Donc ça, c'était un peu cette culture de camaraderie que j'ai essayé de mettre en place et qui va, on va dire, être au-dessus des cultures locales. Après, localement, chacun va avoir sa culture et c'est normal. Bien sûr, bien sûr. Il faut savoir la respecter. Mais voilà, cette culture de camaraderie a été un peu centrale pour permettre à tout le monde de se retrouver sur un peu un noyau dur. Puis après, on a au sein de Google ce qu'on appelle des efforts de DEI, de diversity, equity et inclusion. Donc on fait très attention de s'assurer que voilà, on a une diversité de profils, ce qui veut dire aussi qu'on est inclusif dans la façon dont on intègre ces profils dans leur point de vue, etc. Et donc on navigue avec tout ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué et il faut trouver des points communs. Alors c'est compliqué aussi parce qu'on a des time zones différentes. Hein. Oui. Moi, j'ai des équipes au Moyen-Orient qui sont 4 heures en avance sur nous. Donc voilà. Ou alors qui ne travaillent pas le vendredi et qui vont travailler le dimanche. Comment on fait quand les autres travaillent le vendredi et pas le dimanche, par exemple. Voilà, donc il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Par exemple, je ne fais pas mes team meetings avec ma leadership les vendredis, parce que je sais que le vendredi, j'ai au moins un de mes leaders qui ne serait pas là. Donc ça, c'est pas possible. Donc voilà, donc il y a tout un tas de paramètres. Donc première étape, c'est de lister tous ces paramètres, et deuxième étape, c'est de dire, ok, avec tous ces paramètres, comment je m'organise. Et parfois, il faut savoir, parfois on peut pas malheureusement tenir compte de tous les paramètres. Et bien, il faut voir dans tous les paramètres lesquels sont les moins importants qu'on va ignorer. Voilà. Oui. Faut faire des choix. Faut faire des choix. Faut faire des choix. Ok.
Bon, une boîte comme Google et un produit comme Google Cloud, grosse ambition, il y a un gros marché, etc., etc. Comment est-ce que tu travailles sur des enjeux qui sont peut-être, tu vois, par exemple, des enjeux budget marketing, sur des enjeux de data, d'attribution, etc. Enfin, comment est-ce que vous vous y prenez sur ces sujets? Oui, alors les budgets, ce sont des budgets que moi je négocie avec mon boss, donc qui vont dépendre d'un certain nombre de paramètres, de la performance qu'on a eue de l'année précédente. Évidemment, si on a eu une très bonne performance et qu'on a eu une meilleure performance que certaines autres régions, on a plus intérêt à donner un peu plus de budget là parce qu'on sait que le ROI sera meilleur. D'accord, donc. Oui, mais en même temps, il y a plus de pression. Mais en même temps, on n'a jamais rien sans rien. Il faut accepter la pression qui vient avec. Ou alors, faut pas demander le budget en plus. Donc voilà. Donc le budget vient des équipes globales. Donc j'ai un budget qui m'est cascadé. Et ensuite, sur ce budget-là, je décide de la façon dont je veux l'activer. Donc je décide si je veux passer tant de ce budget sur la partie d'Emgen ou tant sur la partie awareness, considération. Enfin, c'est à moi de voir où je veux mettre ce budget en fonction de l'état de business de la région. Donc ça, c'est la première étape. Après, si on part sur la partie d'Emgen, sur la partie, par exemple, tu mentionnais activation, c'est ça? Non, attribution, pardon. Attribution. Sur la partie d'Imagen. Alors là, on a mis en place des mécaniques qui sont différentes de celles sur lesquelles on opérait lorsque je suis arrivé. À savoir que l'attribution traditionnelle, c'est tu vas avoir une opportunité créée par un commercial et sur cette opportunité, il va y avoir des contacts. Si ces contacts ont été sourcés par le marketing se retrouve à avoir l'attribution de cette opportunité et donc du pipe qui est associé. Jusqu'à là, tout le monde suit. C'est normal. A priori, là, on est bon. c'est comme ça. Sauf que ce type d'approche a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que ça dépend des équipes commerciales. C'est-à-dire que l'attribution va dépendre de la capacité de l'équipe commerciale ou du commercial de taguer l'opportunité avec les contacts qui vont bien. S'ils ne le font pas, ça veut pas dire que potentiellement le marketing n'a rien fait, mais c'est quand même mort. Donc ça, c'est en soi déjà un problème organisationnel qui est extrêmement difficile à résoudre. Parce que c'est de l'humain. Parce que c'est de l'humain et parce que les équipes, les commerciaux ont autre chose à foutre que de passer du temps dans des outils pour taguer, pour etc. Donc, et ce que je comprends, c'est. Oui, bien sûr. Moi, je préfère qu'ils passent leur temps avec des clients et qu'ils essayent de découvrir de nouvelles opportunités plutôt que de passer du temps dans un outil pour aller taguer des contacts sur une opportunité qu'ils auraient créée. Donc ça marche moyennement. Deuxième élément, c'est qu'on est attaché au contact, à l'opportunité. Donc en tant qu'organisation marketing, on va regarder ça en tant que lead individuel, pas en tant que compte. Okay. Or, savoir si on a engagé un compte correctement, c'est presque plus important que savoir si on a engagé un certain nombre de contacts à travers ce compte. On sait par exemple si on engage, je sais pas, plus de 20 fois un compte, on sait qu'on a 30% de plus de chances de créer une opportunité dans ce compte. Donc c'est important de comprendre ce qui se passe au niveau compte. Donc ce que l'on a mis en place par exemple au niveau de Google Cloud, c'est un modèle qui nous a permis de regarder ce qui se passait dans le passé. Donc on a fait un modèle machine learning qui regardait un peu quelles étaient les logiques qui permettaient de créer des opportunités dans des comptes. Donc on s'est aperçu que pour pouvoir avoir des opportunités créées dans les comptes, il fallait avoir au moins une dizaine d'inquiries et qu'on ait à peu près 2 leads acceptés par les équipes commerciales. Dès que ces conditions étaient remplies, la plupart du temps, toutes les opportunités qui étaient créées dans ce compte étaient effectivement des opportunités sourcées par le marketing. D'accord. Donc à partir de là, là je viens de donner un exemple, mais ça dépend des pays, ça dépend de plein de choses. C'est-à-dire que là le 10 et le 2 que je viens de donner, c'est juste pour illustrer. C'est arbitraire. Ouais. C'est arbitraire. Mais c'est pour illustrer. Après ça va dépendre de plein de paramètres. Mais ça permet de faire quoi? De dire, on va maintenant donner l'attribution au marketing dès lors qu'on aura le nombre d'inquiries et le nombre de SAL, donc de Sales Accepted Leads, qui convient et qui dépendront d'un certain nombre de paramètres, du pays, de la maturité du pays, de plein de choses. Donc ces deux facteurs, nombre d'inquiries et le nombre de leads acceptés par les équipes commerciales, ces 2 facteurs vont varier en fonction de tout un tas d'autres variables. Mais dès lors qu'elles sont remplies, paf, le marketing se trouve être attribué l'opportunité qui va être créée par l'équipe commerciale. Ça veut dire quoi?
équipes commerciaux, les commerciaux, on leur demande plus d'aller courir, de taguer le contact qui va bien. Les équipes marketing passent moins de temps à aller courir après les commerciaux en disant, au fait, cet événement là, l'opportunité que tu as créée, c'est parce que grâce à cet événement, mais tu n'as pas mis le contact. Est-ce que tu pourrais aller, enfin, c'était en enfer. Mes équipes passaient à peu près 25% de leur temps à aller courir après les équipes commerciales. 25%. Ah ouais. C'est non négligeable. Ça fait beaucoup. Et donc ces 25% ont disparu. Donc ils peuvent passer ces 25% à créer des campagnes qui sont meilleures, à faire de l'événementiel qui est encore plus impactful, etc. Donc voilà. Donc ça a été la façon dont on a géré la partie attribution. Donc une fois qu'on a ça, il faut être capable de gérer du budget. C'est-à-dire qu'on part on part du pipe qui doit être généré par le marketing. De ce pipe, on en déduit. Pour avoir ce pipe-là, on regarde quel est le revenu, les objectifs de revenu. On arrive au pipe. Et sur le pipe, on sait combien on doit dépenser pour générer ce pipe. Et donc, en fonction de ça, je vais distribuer du budget par pays en fonction du pipe qui est leur objectif. Donc ça, c'est pour la partie Dimension. Pour la partie branding, c'est un peu différent. Ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs on va dire de visibilité de la marque dans ces pays. Si la marque est déjà visible, on va pas forcément dépenser beaucoup d'argent parce que ça sert pas à grand chose. Inversement, si on est dans un pays qu'on vient de lancer, on va dépenser un peu plus d'argent pour faire connaître la marque. Cette visibilité, vous la mesurez comment ? Alors il y a plein de paramètres, c'est du share of voice, on a du survey qui est conduit par des entités indépendantes, on a plein de paramètres. Ok. Ouais. Oui, mais c'est plutôt classique quoi. C'est classique, oui. Donc là, pour le coup, c'est alors oui et non, c'est ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on va observer sur les réseaux sociaux. Là encore avec de l'intelligence artificielle, le sentiment sur la base de la marque. Ouais. Donc si le sentiment est neutre ou négatif, on va essayer d'investir un peu plus sur la visibilité de la marque. Donc on fait de l'étude de sentiment en utilisant de l'IA. De l'IA. Ok. Je reviens juste sur le budget. Ouais. J'ai eu du mal du coup à saisir si c'était une vision qui était très top-down ou bottom-up. En fait, alors là le budget c'est vraiment top-down. Okay. C'est-à-dire que c'est moi qui vais travailler sur le budget avec ma leadership team. On va travailler ensemble. Mais même au niveau global, ce que je veux dire, c'est que non, là, alors niveau global, c'est une négociation. C'est-à-dire que là, on négocie. C'est-à-dire que s'il me donne pas suffisamment, je vais faire un business plan en expliquant par rapport aux objectifs que vous me donnez, le budget n'est pas suffisant. Donc soit vous diminuez les objectifs, soit vous augmentez les budgets. Donc là, il y a une partie de négociation qui généralement a lieu de octobre à novembre. On a un mois de négociation sur la partie budgétaire. Ok, mais sur la base d'un business plan, sur la base d'un business plan, avec des objectifs, des objectifs bien définis, plutôt qui sont eux-mêmes liés sur une croissance que l'on veut d'une année à l'autre, et qui, parce que quand on commence généralement en octobre, donc on n'a pas fini l'année, sont sur la base d'une projection là où on finira l'année. Bien sûr. Ouais. Et ensuite, toi, tu as ce budget et tu sais que tu vas dispatcher de telle et telle manière. Voilà. Moi, après, c'est moi qui décide de la façon dont on veut dispatcher le budget au sein de la région. Okay. Exactement. Et aussi entre les deux gros pans dont je te parlais, à savoir l'équipe régionale et les équipes locales. Ouais, ok. D'accord. T'as pas mal mentionné les sujets d'intelligence artificielle. Oui. Bon, Google est plutôt en avance, est directement dans le cœur du réacteur sur le sujet. Sur le sujet. Comment est-ce que vous bossez avec l'intelligence artificielle ? Parce que t'as mentionné pas mal de trucs, mais je pense que aujourd'hui, vous avez, je pense, les meilleurs use cases d'intelligence artificielle parce que c'est vous qui les concevez en fait. Oui, on utilise l'intelligence. Alors on a la chance et l'avantage d'avoir accès à l'ensemble de ces produits et de les utiliser. Alors il y a si j'essaie de simplifier, et là encore, je m'excuse pour les experts en la matière, mais je simplifie. Il y a deux grands pans d'utilisation de tout ce qui est intelligence artificielle au sein du marketing. Il y a un pan génératif qui serait plutôt lié au cerveau gauche, la créativité, qui va augmenter la créativité des marketeurs. Donc là, c'est tout ce qui est Gen AI. Et on a un pan plus cerveau droit qui va être plutôt un cerveau analytique et qui est plutôt la partie justement analytique de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire comment identifier dans des données qu'aucun cerveau humain ne pourrait comprendre, analyser, essayer d'identifier des patterns, une segmentation, une audience, etc. Un sentiment, voilà. Donc il y a vraiment deux éléments séparés, en tout cas pour le marketing. Et sur ces deux-là, on essaye de définir un certain nombre de scénarios qui vont nous permettre d'être meilleurs sur un certain nombre de sujets. Donc sur la partie par exemple analyse, ce que je te disais, c'est analyser quel était le contexte de création d'une opportunité pour
pour que le marketing puisse être reconnu comme étant à la source de cette opportunité. Donc là encore, c'est du machine learning qui a regardé des centaines de milliards de données pour essayer d'identifier ce à quoi devait correspondre le modèle. Et après, on a mis ce modèle en musique pour retirer la partie humaine de l'attribution d'une opportunité au marketing. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, ça va être comment on accompagne la partie développement commercial pour leur faire leur script automatiquement sur la base, par exemple, d'un brief que le marketing peut faire. Et automatiquement, le script va être généré, des emails tout templatisés vont pouvoir être créés, etc., etc. Donc là, on a toute cette partie-là mécanique qui est faite automatiquement. Script, c'est vraiment du script d'appel, des choses comme ça. Script d'appel, exactement. Donc, mais plus que ça, c'est-à-dire que l'IA va aussi aider en fonction des réponses que va donner la personne au téléphone, orienter sur la meilleure façon d'amener la personne à estimer que notre offre est valide. Ah oui, d'accord, ok. Oui, ça va, oui. oui. Ah oui, d'accord. Oui, ah oui, c'est vraiment l'IA est un guide pour le commercial. Quoi. C'est pour ça que j'ai souvent tendance à dire que en anglais on parle de AI, c'est pas Artificial Intelligence, c'est Augmented Intelligence. C'est-à-dire qu'on augmente l'intelligence des gens, on se substitue pas à cette intelligence. Oui. L'idée, c'est d'augmenter cette intelligence pour aller plus vite, plus simplement, etc. Et avec ça, de pouvoir délivrer son job d'une meilleure façon. Tu vois, et donc c'est vraiment différent. C'est parce que souvent les gens ont peur en se disant je vais être remplacé. Non, je vais être augmenté. Ouais. Ok. Mais pour ça, il faut avoir les bons outils. Hein. Bien sûr. Voilà. Ah, bien sûr. Et surtout, en fait, moi, il y a une question aussi que je me pose, c'est que tu disais, c'est sur la base d'un brief marketing, par exemple. Oui. Mais d'une campagne, par exemple. On fait une campagne. Dans cette campagne, il y a un brief relativement précis sur l'objectif de la campagne, sur le messaging, le positioning, les produits, etc. Sur la base de ça, on va alimenter. D'accord, ok, je comprends. On va dire un système d'intelligence artificielle générative qui va créer des arguments, etc. Ok. Et ensuite, il y a un autre système on va dire de GenAI qui lui va être plus instantané et qui va permettre en live, en temps réel, de répondre et d'aider un commercial à faire son boulot. Donc c'est vraiment quelque chose qui va venir très simplement créer de la cohérence de bout en bout, en fait. Exactement. Là où normalement il y avait c'est plein d'actions manuelles ou de la communication, puis le message y passe mal et machin. Là en fait on s'assure que le message y passe. Voilà. Déjà le message il est passé. Mais c'est important pour le marketing de s'assurer que tout le monde soit sur le message qu'on souhaite faire. Alors ça veut dire aussi que c'est une très forte pression sur si le message il est branque-ballant, ben oui, ça a un vrai impact commercial aussi. À la fin ça sera la même chose. Hein. Oui. C'est non, mais garbage in, garbage out. Totalement. Ouais. Mais ça permet de s'assurer que le message y passe. Exactement. De la bonne manière, avec les bons arguments, et que ça crée de la cohérence. Et ça crée de la cohérence partout. Exactement. Et ensuite, après, il y a la partie plus GenAI où toutes les équipes marketing vont l'utiliser pour faire une revue de leur copie, par exemple, pour s'assurer que le langage est fait correctement, pour faire de la localisation. Pourquoi plus besoin de passer par une agence pour faire de la localisation avec le GenAI, ça le fait parfaitement. Pour aider sur la partie créative, par exemple, je cherche à faire avoir une phrase d'accroche, voilà. Je vais avoir le GenAI qui va m'aider à en créer quelques-unes et ça va générer en moi des idées, etc. Donc là encore, c'est un accélérateur de l'intelligence plus que quelque chose qui se substitue à l'intelligence. C'est une aide au brainstorming. C'est une aide brainstorming dans ce cas-là, mais ça peut être plein d'autres choses. Donc, par exemple. Ça, on a aussi pour les campagnes ads que l'on fait, on va prendre des white papers qui ont été écrits par des experts, soit chez nous, soit des experts externes. On va faire ingérer ces white papers à de l'intelligence artificielle générative qui est automatiquement générée, la pub qui ira bien, le post tweet X qui ira bien aussi, etc., etc. Et ça de manière automatique. Alors qu'avant, il aurait fallu faire soi-même les choses. Là, c'est automatique. On a juste le white paper et du white paper, on va automatiquement créer l'ensemble des assets qui vont permettre ensuite d'être utilisés dans un tas de scénarios. Autre scénario, webinars par exemple. On va enregistrer
2 minutes du temps d'un ingénieur commercial, pardon, qui généralement ce sont ceux qui vont expliquer la technique. On leur demande 2 minutes de leur temps et à partir de là, on va pouvoir faire du webinar à volonté en créant des avatars de cette personne, par exemple. Là encore. Donc voilà, il y a un univers de possibilités qui est absolument infini de la façon dont on peut utiliser la partie IA pour augmenter les forces qui sont celles en présence. Et pour revenir et rebondir sur ce que tu disais, que sans aussi parce que ça. Oui, d'accord, ok. Voilà. Ouais. Okay. Oui, mais c'est sûr que ça multiplie tout de suite ça l'impact. Multiplie, exactement. Ça multiplie l'impact. Ça réduit les coûts aussi. Ouais. Bah oui. Mais l'exemple que tu donnais sur le webinar, tu es en train de scaler une équipe alors que les gens... normalement, les gens auraient pu faire un webinar par mois. Bah là, tout d'un coup, on peut en faire 100 par mois. Bah après, il faut être intelligent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à envahir... non, mais bien sûr. Voilà. Ça n'enlève rien. Justement, c'est pour ça que Artificial Intelligence... Bon, oui. Alors que Augmented Intelligence, c'est mieux. Oui, mais dans le côté Artificial Intelligence, on se rend aussi bien compte que encore une fois, ça ne se substitue pas à l'intelligence humaine. Il faut la rajouter. Il faut la rajouter, exactement. Voilà, on peut pas. Au même titre que Augmented Intelligence, c'est-à-dire qu'on augmente une intelligence qui est déjà préexistante. Oui, tout à fait. Tu vois, donc ça c'est super important parce que souvent les gens se disent tiens, j'appuie sur un bouton et je peux outsourcer mon cerveau. Non, là clairement non. Si on outsource son cerveau, c'est la meilleure recette pour un désastre phénoménal. Et donc parce que l'intelligence artificielle c'est vraiment un truc qui a explosé là dernièrement, mais comment tu vois évoluer parce que toi encore une fois tu es dans le cœur du réacteur, comment est-ce que là sur les 2-3 prochaines années tu vois les choses évoluer? Ah oui, ça va être de plus en plus présent et on va avoir des outils qui vont de plus en plus on peut imaginer à un moment donné moi enregistrer ce podcast live et sur peu importe le moyen de diffusion de ce podcast, par exemple YouTube. Par exemple, imaginons que je parle tout d'un coup italien, espagnol, allemand, mais en live. C'est-à-dire que c'est en live, c'est moi, mon visage, ma bouche qui bouge, mais qui bouge avec un autre langage, alors que je parle ici en français. Ça, dans quelques mois, années, ça sera commun. Mais ça ouvre des portes monstrueuses de la façon dont on peut repenser l'engagement humain, l'événementiel et plein de choses. Voilà, c'est juste pour illustrer, hein, c'est un exemple parmi N, mais effectivement, par exemple, le marketing a été un peu chamboulé avec la disparition des cookies. Mais il y aura plein d'autres moyens que de remplacer ça en justement, je pense, proposant une richesse d'engagement qui jusqu'à là était difficile à atteindre pour des raisons de limitation technologique, qui n'existeront plus et qui feront que l'engagement sera tellement efficace que les gens auront effectivement envie de venir. Alors que le cookie, c'était un peu on t'enfonce ça dans la gorge et vas-y. Là, ce sera vraiment une volonté. Les gens auront envie de venir parce que tu parles tout d'un coup leur langue. Parce que, tu vois, enfin, il y a plein de choses. Aujourd'hui, il y a probablement des gens, qui aimeraient bien écouter un webinar. Et voilà, le webinar, il est en anglais, même sous-titré. Bon, ça les freine un peu. Si on parlait leur langue, peut-être que ça les freinait moins. Donc, ouais, il y a plein de choses. Il y a plein de choses comme ça qui... Ok. Tu peux imaginer plein de choses. Tu peux imaginer que tu vas à un événement, tu auras des lunettes où tu regarderas l'interlocuteur en face de toi qui parlera dans sa langue natale. Toi, tu l'entendras dans ta langue natale à toi, et tu verras, lorsque tu regardes à travers ces lunettes-là, tu verras sa bouche bouger par rapport à ta langue natale. Et tu te diras, c'est marrant, il parle ma langue. Bah non, il parle pas du tout ta langue, c'est les lunettes qui vont automatiquement faire que tu vois la personne parler dans ta langue natale avec sa voix, son intonation, mais un langage qui n'est pas le sien, par exemple. Donc ça va changer complètement la dynamique. Donc ouais, il y a plein de choses qui vont arriver dans les années à venir et plein de choses dont on n'imagine même pas encore. Bien sûr. Voilà. Je pense qu'il y a 3 ans, on n'imaginait pas que on en serait là aujourd'hui. Exactement. Et donc dans 3 ans, je suis certain qu'il y aura des choses qui arriveront auxquelles on n'a pas pensé encore. D'ailleurs, qui vont être alimentées par généralement, cette innovation vient de toutes petites équipes, des startups qui tout d'un coup vont avoir une idée de génie sur comment changer complètement la donne sur le marketing, par exemple. Il y a peut-être des choses côté marketing auxquelles on ne pense pas là maintenant, qui vont être faites et qui vont faire changer complètement la donne.
Et d'ailleurs, ça me fait penser, mais vous entretenez des relations beaucoup avec justement des startups pour être Absolument, au contact oui, de ces oui, on a d'ailleurs le marketing a des programmes que l'on gère pour aller côtoyer ces startups, les aider dans leur développement. Donc oui, absolument. Je te mentionnais Vidaio. Ouais. C'est un exemple. Ah oui, d'accord. C'est une boîte. Vidaio, par exemple, était au Sales Kick-Off de Google Cloud qui avait lieu à Londres. Donc, c'est un événement interne où on a fait venir l'ensemble des équipes commerciales. Ça arrive dans toutes les boîtes. Et Vidaio était sur scène pour présenter ce qu'ils ont fait sur la base de notre technologie, par exemple. Ok. Ah ouais. Ouais. Donc, ouais. D'accord. Non, on est relativement proche de l'écosystème. Puis ça vient aussi montrer effectivement aux équipes de Google que en fait derrière il y a des gens qui exploitent ça. Exactement. Et qui en font des derrière, choses il y a des choses qui sont faites, derrière il y a la magie qui s'opère. Ouais. Et oui, ça doit donner un coup de boost. Bah voilà. Et surtout pour des équipes commerciales, c'est l'objectif. C'est vraiment que tu puisses donner ce coup de boost. Bah ouais, bien sûr. Voilà. Ok, excellent. Là aujourd'hui, t'as une semaine type. Pour toi, ça ressemble à quoi? En gros, comment se répartit ton temps? C'est très variable. Ça dépend si je voyage ou pas. Parce que, évidemment, gérant une région assez large, il m'arrive de voyager assez souvent. À quelle fréquence? Pour que j'ai une idée. Je vais avoir des accélérations, des moments où je vais voyager. J'essaye de faire des bursts de voyage. Pour voyager par exemple pendant 2-3 semaines et là je voyage tout le temps et ensuite avoir des moments longs où je ne voyage plus plutôt que de faire des trucs où je voyage presque continuellement. Donc c'est plutôt l'approche que j'ai choisie. Donc il peut m'arriver de voyager 2 semaines d'affilée, de passer 3 jours à Londres, 2 jours à Munich pour une première semaine, puis la deuxième semaine ça va être 3 jours en Espagne, 2 jours en Italie pour la deuxième semaine, etc. Puis après je vais pendant 1 mois ne plus voyager histoire de me poser et de ne pas avoir besoin de le faire. À ça s'ajoutent aussi les voyages que je fais aux États-Unis pour aller au siège. Donc ça j'en fais généralement au moins un par trimestre, avec généralement un de plus qui correspond à notre grande messe annuelle qui s'appelle Next, qui a lieu cette année à Vegas en avril, où on fait venir 50 000 de nos clients et de nos prospects pour les exposer à ce qu'on a à offrir. D'accord. Donc, dans ces cas, c'est un voyage supplémentaire des 4 dont je parlais trimestriels aux États-Unis. Alors ma journée type, la semaine type. Alors je vais faire 2 semaines type. Semaine type où je voyage et la semaine type où je voyage pas. Ok. La semaine type où je voyage pas, je vais avoir pas mal de réunions. Je m'accorde toujours des temps morts dans la journée de 1 heure, 2 heures, ça dépend. Pour travailler, sinon on passe sa vie en réunion et on travaille jamais. Donc par jour, j'ai au moins 1 ou 2 heures de réservées où aucune réunion ne peut être ajoutée. Donc mon assistante gère tout ça. Et le reste du temps, je fais des réunions soit de revue pour savoir où en sont les équipes, soit lorsque les équipes ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre, je viens en appui pour savoir ce à quoi correspondent ces problèmes et voir si je peux aider à les résoudre. Ensuite, t'as la partie toutes les on va dire les éléments de ressources humaines, donc c'est rencontrer les équipes régulièrement pour faire pour jauger du moral des équipes, etc. Il va y avoir des réunions de ce type-là. Ensuite, il va y avoir des réunions avec les équipes globales, sur la stratégie globale, sur le contenu, le messaging, le narrative, enfin tout ça. Je vais avoir des réunions avec mes contacts, avec mes on va dire mes partenaires commerciaux. Donc par exemple avec le président de la région où on va discuter de la stratégie. Est-ce qu'il faut l'ajuster parce que on n'est pas en ligne avec les objectifs qu'on s'était fixés, ou est-ce qu'au contraire les objectifs tout va bien et alors qu'est-ce qu'on devrait faire comme tous les objectifs vont bien, est-ce qu'on peut pas faire en plus? Donc, voilà, ces conversations sont des conversations qui ont lieu tout le temps. Ensuite, il y a des réunions de meetings de ce qu'on appelle des pipe council, où en gros on fait des revues de pipe pour savoir si le pipe qui est là est suffisant. Est-ce que le marketing contribue aux 30% pour lesquels j'ai signé moi, oui, non. Donc voilà, donc il y a tout un tas de réunions qui se passent, soit sur la partie plutôt humaine, ressources humaines, soit sur la partie plutôt business, soit sur la partie listening dont je te parlais, puisque je te dis je rencontre 1 ou 2 fois par an toutes mes équipes. Généralement c'est une conversation d'1 quart d'heure, donc c'est relativement court, mais bon, sur 100 personnes ça fait quand même 100 fois 1 quart d'heure. Oui, bien sûr. Il faut pouvoir caler ça dans l'année.
Donc c'est ça à peu près la semaine. Et pour une semaine où je voyage, là je vais passer mon temps à rencontrer les équipes, à rencontrer mes équipes à moi ou alors les équipes commerciales locales et à discuter des mêmes sujets business. Je vais aussi aller rencontrer, oui c'est vrai que j'ai pas mentionné, mais les agences avec lesquelles on travaille, les partenaires, enfin les clients. Je fais aussi généralement quand je suis en voyage, j'essaie d'organiser des rencontres clients, de sorte à présenter à ces clients ou alors à les écouter. Dans les semaines où je voyage pas, j'ai aussi ce qu'on appelle je vais rencontrer les analystes par exemple, où je vais soit les briefer, soit je vais leur poser des questions et écouter leurs réponses pour voir si l'impact du marketing fonctionne, de ce que eux entendent. Est-ce que finalement, est-ce que Google Cloud est bien perçu sur l'axe, j'en sais rien moi, souveraineté. Et là ils vont dire de ce que nous on entend, oui, non, peut-être, ou alors ça me permet aussi de voir si derrière il faut que j'ajuste nos plans ou que j'aille vers mes équipes pour leur dire attendez, je comprends pas, on investit ça. Et quand j'écoute ce que me disent les analystes, ils en voient pas le fruit. Comment ça se fait, par exemple, juste pour c'est très business là en l'occurrence, mais donc voilà, donc c'est à peu près mes journées, que ce soit en voyage ou lorsque je voyage pas. Je sais pas si je réponds à ta question. C'est parfait. Mais du coup, la grande majorité de ton temps, c'est de l'humain. C'est de l'humain. C'est du meeting. On revient à ce que je te disais au tout départ. Le point de départ, c'est l'humain. C'est ce qui fait toute la différence entre une équipe qui performe et une équipe qui peut performer mais qui va être sujet à des baisses de morale ou à soubresauts X ou Y. Ok. Donc c'est l'humain. Côté data, toi, c'est quoi les éléments que tu... Alors moi, j'ai des dashboards que j'utilise qui vont agréger l'ensemble des données dont j'ai besoin pour pouvoir piloter mon business. Ok, et c'est quoi ces data ? Alors là, pour le coup, il y en a beaucoup. Ah ouais, ouais. Là, j'ai un dashboard qui est assez conséquent où je peux zoomer, soit avoir une vue IMIA, donc je vais voir la vue de mon pipe, je vais voir le nombre d'opportunités qui ont été sourcées par le marketing. Sur ces opportunités sourcées par le marketing, je vais pouvoir voir quelles ont été les campagnes qui ont permis de manière ultime à créer, parce que ça me permet aussi d'optimiser, parce qu'on a du retour qui permet de voir si, parce que s'il y a des campagnes par exemple qui performent pas, plutôt de les continuer, on va retirer le budget qui est associé à ces campagnes et on va le passer ailleurs. Oui. Donc tout ça c'est dans les dashboards que je peux avoir. Donc je vais avoir donc le pipe, les opportunités, l'ensemble du funnel, donc je vais savoir le nombre de inquiries, les marketing qualified leads, etc. Le taux de conversion d'un marketing qualified leads en opportunité. Je vais pouvoir comprendre le pourquoi du comment, l'amélioration de ce taux de conversion, parce que j'ai des objectifs aussi d'amélioration de ces taux pour mes équipes, de sorte à ce qu'on convertisse au maximum ces leads en opportunités. Donc voilà, j'ai tous ces dashs. Je vais avoir aussi la possibilité. Donc ça c'est par exemple au niveau IMIA, mais je peux zoomer en disant je vais voir telle sous-région, ou alors je peux encore zoomer et aller voir tel pays, et j'aurai les mêmes données, mais cette fois-ci avec une granularité au niveau pays. Je vais pouvoir voir au niveau audience aussi le nombre de fois où un CIO a été touché, quel type de CIO pour quel compte, etc. Donc j'ai vraiment une possibilité d'aller très 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 profondément dans la donnée et de comprendre comment tout ça fonctionne. Mais j'ai l'impression que ça peut... Effectivement, il y a le côté très micro et un peu plus macro. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu deux grandes familles de data que tu as citées. C'est d'une part les taux de conversion et d'autre part la rentabilité des actions. Oui, si on résume, c'est bien résumé. C'est ces deux familles de métriques et ensuite sous plein d'angles différents. Après, il y a plein d'angles différents, mais effectivement, c'est région, pays, audience, message, voilà. Exactement. Est-ce que c'est rentable ? Comme je te le disais, la rentabilité, c'est un élément fondamental de Google Cloud pour notre PDG. Ça l'a été depuis le départ. Et donc c'est vraiment un angle sur lequel il faut qu'on soit sûr que dès qu'on investit $1 en marketing, il y a un retour sur investissement de ce dollar. Ok, très bien. Quel que soit le canal sur lequel on va dépenser ce dollar. Ou 7 euros, peu importe, 7 livres. Si demain quelqu'un, moi par exemple, je veux prendre ta place, c'est quoi tu dirais ? Donc, je pense qu'on a tous compris qu'il y avait une compétence humaine managériale
qui était très très importante et sur laquelle il faut de l'expérience. C'est quoi les autres compétences où tu stratégique, il faut avoir une compétence d'anticipation. C'est-à-dire que tout le succès vient de l'anticipation. Oui, on en revient à ce que tu disais il y a des choses, je les ai décidées il y a 5 ans, mais en fait elles s'implémentent aujourd'hui. Et par exemple, pour donner un exemple concret, à une époque, on avait sur l'ensemble de la liste des comptes que les équipes commerciales devaient engager, à peu près 80% de ces comptes qui étaient pas engagés du tout. 80%. Donc, évidemment, première chose à faire, ce serait de dire comment le marketing peut aider pour s'assurer que ces comptes soient plus engagés. Et donc, j'ai fait une réorientation de la stratégie vers ça avant même que les équipes commerciales ne le fassent. Donc, j'ai anticipé une réorganisation potentielle des équipes commerciales qui est arrivée 2 ans après. Ça a mis 2 ans pour que les commerciaux soient incentivés sur la partie ce qu'on appelle Greenfield. Et donc, cette anticipation a permis, nous, d'être très efficaces sur la façon de créer le pipe qui soit lié à ces comptes qui n'avaient pas été encore engagés, par exemple. Donc, la compréhension du business, mais à tous les niveaux, qui se traduit par une anticipation de ce qu'il faut faire au niveau marketing, par exemple, est probablement l'élément le plus critique. Parce qu'après, ça se décline en comment, dans l'humain, on va s'assurer que ça fonctionne. Mais ça, si on le fait pas bien, ça va être difficile. D'accord. Donc, l'anticipation et la compréhension de la stratégie, c'est critique. Et il faut pas forcément l'attendre de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'à aucun moment, moi, la stratégie d'IMIA vient de mon boss. Hein. Mon boss me dit, Guillaume, t'es en charge. Donc, il faut être capable de la définir. Et donc, c'est un certain nombre de paramètres qu'il faut pouvoir lire, qui sont matinés de l'expérience. Alors qu'il faut toujours essayer de s'appuyer sur son expérience, qui agit comme un peu un accélérateur. C'est-à-dire que l'expérience, elle va pas tromper les données, mais elle va permettre de faire parfois des raccourcis. Oui, les données disent ça, mais je sais que en fait, les données dans le futur, elles ressembleront à ça parce que machin. Donc, partons là plus tôt. Ça, c'est l'expérience qui le dit. Donc voilà, il faut savoir équilibrer l'expérience et les données de manière intelligente. Et alors l'expérience, ça se travaille pas, mais la partie stratégique, comment est-ce que ça se travaille ? J'aurais tendance à dire que j'ai eu la chance de le faire lorsque j'ai fait du développement logiciel. C'est-à-dire que lorsqu'on fait du développement logiciel, surtout beaucoup d'algorithmie, il faut avoir un esprit assez critique et assez analytique, ce qui aide ensuite à comprendre parce que pour faire ça, pour faire de la stratégie, il faut avoir une bonne vision de la big picture. Bon, je suis désolé, j'utilise plein de mots anglais, mais comme je passe ma vie à parler en anglais, j'ai parfois du mal à faire la connexion avec le mot français équivalent, suffisamment vite en tout cas. Donc il faut avoir un peu cette vision d'ensemble, cette compréhension de la vision d'ensemble. Quand on est développeur, on a cette logique de vision d'ensemble, puis après on va créer les différentes fonctions, classes, paramètres, etc. Donc on zoome, mais on part de là. Oui. Et ensuite on organise, on se structure, ça aide. C'est indéniable. Ça m'a aidé et c'est un avantage compétitif majeur. Ça ne veut pas dire que sans avoir fait de développement, on peut pas être arrivé au même stade, hein, absolument pas. Bien sûr. Mais c'est pour moi un élément majeur de pouvoir appréhender cette stratégie. Il faut aussi, moi je sais que je lis beaucoup et je m'éduque en permanence sur tout un tas de domaines. Toujours lié à la tech, mais sur tout sujet, et même lié à la science, etc. Je passe, des dizaines d'heures par semaine à lire, à me renseigner, à continuer à jouer avec certaines technologies, etc. Et cette agilité m'aide et m'accompagne dans la définition de la stratégie de mes équipes. Parce que parfois, je vais voir un truc qui n'a rien à voir avec le marketing, je me dis, tiens, ça, si on l'appliquait, ça pourrait aider. Donc, créer ces ponts de domaines totalement différents, c'est ultra utile. Donc j'encourage tout le monde à essayer de créer le maximum de ponts en s'intéressant à des domaines qui ne sont pas forcément le domaine dans lequel ils sont. Donc, si je suis dans le marketing, intéressez-vous à, j'en sais rien, l'histoire. Peut-être que dans l'histoire, vous allez apprendre des choses qui vont permettre d'être impliqué au marketing, j'en sais rien. Ça peut être plein de choses. Le sport, ça peut être le coaching dans le sport, ça peut être plein de domaines. Et ça aide pour l'aspect stratégique. Puis après,
Je sais pas. Après, il y a parfois aussi un peu de chance, hein, toujours. Oui, Et là, oui. comme je le disais, la chance, c'est être capable de saisir l'opportunité. Hein. Bien Donc, sûr, voilà. bien sûr. Pour finir, c'est quoi du coup la prochaine opportunité? Je n'en sais rien. C'est quoi la prochaine step là? Ça a été le fil conducteur de ma carrière. Je n'ai jamais su à l'avance ce que j'allais faire. Jamais. Je n'aurais jamais, il y a, je sais pas, même 5-6 ans, deviné que je serais en charge de cette équipe chez Google Cloud. Je n'aurais jamais imaginé il y a 10 ans être dans le marketing. J'aurais jamais imaginé il y a 15 ans. Enfin, voilà, je n'ai jamais planifié mes next steps. En revanche, je reste ouvert à n'importe quel next step. Oui. Ça, c'est le secret, c'est voilà, ne Voilà. pas se bloquer Ouais. des Mais là, horizons. là, la particularité, c'est que les opportunités à ce stade de Elles sont carrière, plus rares. elles s'amenuisent. Elles s'amenuisent, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que c'est un peu comme quand on gravit la montagne, l'air devient un peu plus rare. Exactement. L'oxygène un peu plus raréfié effectivement, et donc c'est plus dur, plus fatigant. Oui, mais ça donne aussi une vision beaucoup plus nette de là où Oui, tu là peux où on aller. peut aller. Bah, effectivement, moi, il y a pas beaucoup. Alors, si je me projette dans le futur, il y a différentes opportunités. Il y a par exemple CMO, tout simplement, d'un groupe ou d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Ça peut être une option. Ça peut être aussi, comme je le dis, hein, j'ai une dimension assez commerciale quand même. Donc, ça peut devenir GM d'un general manager dans un groupe et donc prendre une fonction plus commerciale, par exemple. Ça peut être être dans des boards de boîtes, par exemple. Voilà, mais c'est plus, on va dire, dans de l'exécutif. Ouais. Ou alors c'est complètement changer et faire un truc qui n'a rien à voir. Et c'est devenir, je sais pas moi, Potier. dessinateur. Quand j'étais petit, je souhaitais être dessinateur. Donc peut-être qu'un jour je vais dire, vous savez quoi, allez hop, j'ai suffisamment donné à la tech. Je vais maintenant faire des bandes dessinées. Ouais. Ou voilà, j'en sais pas. Ok. Mais, Bah, dans tous les cas, on te souhaite le meilleur pour la merci suite. Jordan. En tout cas, c'était sympa de discuter avec toi. Bah, c'était un plaisir pour moi aussi. Merci à toutes les personnes qui écoutent encore cet épisode. N'oubliez pas, like, commentaire, étoile, tout ça. Alors, il sera où l'épisode? Sur YouTube, Bravo. évidemment. Il sera sur YouTube. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se dit Absolument. Et puis j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Dans les commentaires. dans les commentaires. Sur LinkedIn, on peut te retrouver. Oui, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. N'hésitez pas à me. Alors, je filtre. Je suis désolé parce que j'aime bien avoir une relation directe avec la personne avant de l'accepter. Sinon, c'est vraiment que c'est un peu compliqué. Mais si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Voilà. Et ben merci beaucoup et merci à tout Jordan. le monde. À bientôt. À bientôt. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!